Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum. Avec et au programme, on va parler un peu de parachutage. Oui, certains mâcheurs sont en colère vis-à-vis de LREM, La République En Marche. On vous expliquera pourquoi, plutôt notre ami Karim Alouache vous expliquera. L'affaire Mila qui refait surface avec 13 personnes qui comparaissent aujourd'hui pour harcèlement et menaces envers la jeune fille de 18 ans qui est hautement protégée puisqu'elle bénéficie, vous le savez, d'une protection policière mais aussi d'un isolement de cette jeune fille de 18 ans suite à ses propos. Vous vous en souvenez, qui avait fait couler beaucoup d'encre, propos polémiques évidemment, on s'en souvient. Du coup on s'interroge sur la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux et puis bien entendu vos sujets que vous allez pouvoir intervenir avec nous et notamment réagir sur cette nouvelle polémique qui apparaît. Faut-il décompter le temps de parole des éditorialistes, à l'image de Zemmour par exemple qui est à l'antenne de CNews tous les soirs et d'autres aussi. Eh bien on en reparlera aussi, ça c'est une proposition d'un marcheur, on y reviendra. C'est donc parti pour le LGF, le grand forum, jusque 18h sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans le grand forum présenté par Christophe Fro. Le grand forum. Avec notre banquier d'affaires. Comment ça va mon Karim ? Ça va bien aujourd'hui. Oui, ça va bien aujourd'hui, ça fait plaisir de te revoir en studio en tout cas. Ouais, ça va, j'ai pas trop changé. Non, ça va, t'es toujours aussi beau mon Karim, tout va bien. Sherazade Bimorgan, notre ingénieur, sera avec nous dans un instant, elle a un peu de retard, hein, contrairement aux banquiers, toujours à l'heure. Les banquiers sont toujours à l'heure. Ah oui ? Ouais, toujours. Toujours à l'heure pour signer les contrats ? Ah, c'est une règle. C'est une règle d'or, évidemment. Évidemment. Puis tiens, je salue Tarek Mabi qui est avec nous de passage. Bonjour mon Tarek. Bonjour mon Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah bah tiens, puisque vous êtes là, je vous propose de jouer face à Karim pour le quiz, ça vous dit ? Pas face, mais avec. Ah oui, bon, non, contre. Allez, hop. Le quiz. Avec mes petites questions qui ont un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà le 3 juin. Et bravo pour Karim Benzema hier pour son premier match de retour en équipe de France. Il a fait un très beau match. 3 juin, 3 buts. 3 buts, ouais, 3-0 hier, magnifique. J'ai pas osé, mais bon. C'est ça. Alors, mes petites questions, la voici la première. Quel boxeur devient champion d'Europe ? Clay. Non, il m'a dit quoi ? Cassius Clay. Non, pas du tout. Quel boxeur devient champion d'Europe de poids mi-lourd en oui, 1939 ? En français, il Cerdan. Cerdan, Ah, bonne tout à réponse. fait. Marcel Cerdan. Bah, Edith Piaf, bonjour. Ouais, exactement. L'armée C'est de la culture, hein. l'armée de quel pays ouvre le feu sur des étudiants en 1989 ? Chine. Oui, Chine. Place Tiananmen. Tiananmen, exactement. Et l'homme qui se met debout devant le tank à lui tout seul. Je Et dois on sait- l'arbitrage, mais je l'ai dit en même temps. Hein. C'est pas grave, vous pouvez même prendre le point, ça me gêne pas. Moi je suis juste un passager Clandestin. de la vie. Alors, et on n'a jamais pu identifier le Chinois qui était face au tank. Et pourtant les Américains ils ont cherché. Hein. Ouais. Mais ils l'ont pas retrouvé. Ils n'ont pas retrouvé. Je pense qu'il a disparu. Oui, il est passé sous le tank. Je cherche un acteur américain d'origine mexicaine. Il est mort en 2001. Mexicaine ? Mexicain, oui. Indice, Laurence d'Arabie. Ah oui, Anthony Quinn. Anthony Quinn, bonne réponse. il est mexicain. Oui, d'origine mexicaine. J'ai toujours pensé que Je cherche un boxeur américain. Il est mort cette fois-ci en 2016. Il a un sacré palmarès, 61 combats, 56 victoires, dont 37 par KO. En Il 2016. a été champion du monde, évidemment. Bah, c'est pas Clé parce qu'il est né et décédé avant. Non, 2012, c'est je Clé. crois. C'est 2016 et Mohamed c'est Ali. Mohamed Ali. Cassius Clay, Alors j'ai donné exactement. parce que j'ai dit Clé. Oui, bon. Cassius. Cassius Clay. Je vous le laisse. Ouais, c'est ça. Oui, Mohamed Ali, évidemment. Sacré palmarès quand même. Hein. 2016, je pensais qu'il était Ouais, mort. en 2016, 2012. absolument. C'est pas si vieux que ça. hein. Ah non, c'est pas si vieux que ça. Je cherche à présent une actrice, mais également productrice de cinéma. Elle est née, elle, en 1972. Elle est donc née à Suresnes. Et
L'indice Quai d'Orsay, François Hollande. Julie Gallet. Julie Gaillet, exactement. Et donc elle est bien jeune par rapport à l'âge de monsieur Ouais, Hollande. c'est. Ils aiment bien les jeunettes quand même, hein. Moi, je ne Je dis ça, commente. je dis rien. Enfin, il hein. n'est pas très très vieux non plus. Hein. Moi, je ne commente pas. François Hollande, il est un peu plus âgé qu'elle quand même. Un petit peu. Oui, il a Tant l'âge que de c'est mon pas le père. double, tant que c'est pas le double, ça marche. Je cherche à présent et pour finir un joueur de tennis professionnel né en 1986. Raphaël Nadal, il est né sur l'île de Majorque. Effectivement, Pas forcément. Raphaël Nadal, quoi, pas forcément. Ah bah parce qu'il est espagnol. Oui, mais il est Non, né Oui, à mais il est Majorque. né à Majorque. Ouais. Voilà. Alors, il vit à 20 Majorque. titres en Grand Chelem quand même, c'est un sacré palmarès aussi pour Nadal. Et demain, je serai avec vous, cher Christophe. Ouais. Et je vous emmènerai dans une petite clé USB. Une petite surprise sur l'Espagne. Sur l'Espagne. J'ai rien dit. À demain. Pas Manuel Valls, j'espère. J'ai rien dit. Ah ouais. À demain. De toute façon, il est plus définitivement espagnol, lui, ça y est. Ah bah, on en parle demain. Il est devenu définitivement français. Ah bah non, le problème c'est qu'il est devenu définitivement pro-israélien, puis définitivement français, puis définitivement espagnol, et là il est encore redéfini définitivement français. Alors on disait jamais 2 sans 3, sauf que là on est à 4. Mais Ouais. on en parle demain. Oui, très bien. Merci Tarek. Merci. Voilà, dans un instant, on va parler donc de l'affaire Mila, mon cher Karim. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à cette affaire. Vous vous souvenez des propos de la jeune fille Oui. sur les réseaux sociaux, extrêmement insultants envers l'islam et les musulmans. Ce qui avait provoqué un torrent d'insultes et de menaces. Du coup, 13 personnes aujourd'hui comparaissent pour avoir menacé la jeune fille donc sur les réseaux sociaux. Et on va se poser la question, si vous le voulez bien, de la fin de l'anonymat. Parce que c'est vrai, on en est tous victimes sur les réseaux sociaux de ces gens qui, sous couvert de pseudos étranges, se permettent effectivement d'insulter, de vilipender, de menacer parfois. Voilà, ça m'est arrivé. Je suppose que toi aussi, Karim. Voilà, faut-il mettre fin à la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que ça consisterait à, quand vous vous inscrivez sur Twitter, Facebook, Instagram, de donner votre carte d'identité, votre réelle identité, pour que chacun et chacune puisse assumer finalement ses propos. Il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce qu'effectivement la jeune fille a eu des propos qui sont condamnables, enfin à notre sens en tout cas, qui sont heurtants, choquants, insultants. C'est pas pour autant qu'on peut cautionner le torrent d'insultes et de menaces qu'elle a subi. C'est une jeune femme qui, quoi qu'on en dise, est abîmée, puisqu'elle est isolée, elle a 18 ans, elle est complètement isolée, marginalisée, elle vit sous protection hautement policière. Voilà, donc... effectivement, peut-être qu'une erreur de jeunesse, du moins on l'espère, l'a conduit à ce type de vie. Bon, bah c'est tout à fait regrettable. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit, quoi qu'on en dise, d'insulter, de menacer les gens parce qu'ils ont peut-être offensé notre croyance ou pas. Donc on se posera toutes ces questions ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Karim Alouache qui sera rejoint par Sherazade Bimorgan. Ah, les ingénieurs parfois sont pas toujours à l'heure, comme on peut le voir. A tout de suite, les amis, sur France Maghreb 2. Vous pouvez suivre aussi l'émission sur Twitter en live tweet grâce à notre Garance que je salue sur le grand forum FM2. Toutes les déclarations que vous allez faire, mon cher Karim, cher Azad, eh bien, vont être reprises, tweetées pour que les gens aussi puissent suivre un petit peu ce qui a été dit durant cette émission. Et Garance en est une garante parfaite. Qu'est-ce que tu veux dire par toutes les déclarations? Ah bah si tu lis des bêtises, ça va être tweeté quoi, ça va être repris direct, tu vois. Voilà. Voilà. Donc méfie-toi à ce que tu dis, mon Karim. À tout de Je vais suite. essayer de faire attention. Voilà. Allez, un peu de pub, on est de retour très vite. C'est le grand forum, le LGF sur France Maghreb 2 avec une chaleur bien chaude. Hein. Aujourd'hui à Paris, ça fait quelques jours que ça dure. On va pas s'en plaindre non plus. Nous sommes le 3 juin, vous êtes les bienvenus et vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester, c'est le grand forum, l'authenticité, l'original, méfiez-vous des imitations de Chawan. Le générique de la liberté d'expression qui retentit comme chaque jour sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Soyez les bienvenus à nouveau avec Monsieur Karim Alouache qui est avec nous, mais aussi Sherazade Bimorgan, notre ingénieur. Comment va ma chère Azad? Ça fait longtemps. Ça va très bien et toi? T'es où toi? Attends, vas-y, je te trouve plus là, qu'est-ce qui se passe? T'as bien changé de place. Ah ouais, mais si tu changes de micro aussi. Bon, Elle se balade depuis tout à l'heure. voilà. Non, Sherazade, c'était pour prendre le casque. vas-y, prends Ouais. le casque et parle bien devant le micro, s'il te plaît, comme ça. Ça fait longtemps que t'as pas fait de radio, ça se voit, ma chère Azad. Hein. Effectivement. Comment ça va? Alors, hop, Voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Elle voulait, Tu m'as un casque, trouvé elle voulait Ouais. un casque tout neuf. Voilà, pour c'est ça. Bon, chère Azad, comment ça va depuis le temps? ça va très bien et toi? Bah oui, ça va, t'es toujours aussi belle. Merci. Ouais, c'est sympa. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h, soyez les bienvenus les amis pour intervenir. 01 40 33 9000 évidemment, 01 40 33 90 00.
On va commencer par cette affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre. Vous vous en souvenez certainement, l'affaire Mila, qui avait eu des propos absolument insultants envers les musulmans, envers l'islam. Vous vous en souvenez, on va pas les répéter ici. D'abord, c'est pas l'heure, parce que les propos qu'elle avait tenus sont infâmes, diffamants, insultants et tout ce que vous voulez. Sauf que, évidemment, à la suite de ça, elle a reçu un torrent d'insultes, déjà, et puis torrent de menaces aussi. Et à ce jour, aujourd'hui, 13 personnes comparaissent aujourd'hui justement pour menaces envers la jeune Mila, qui vit sous haute protection policière et qui vit dans un isolement aussi important. Et la question en substance, c'est: doit-on mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? Bon nombre de personnalités ont été victimes aussi de ces gens qui, au travers des réseaux sociaux et en utilisant des pseudos, évidemment, des fois à plusieurs chiffres, pour insulter, pour menacer, sans savoir finalement à qui on a affaire. Et peut-être l'occasion est donnée de pousser la réflexion sur la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, sur l'affaire Mila, mon cher Karim, tu t'en souviens évidemment. On condamne bien sûr les propos qu'elle avait tenus, mais on condamne aussi ceux qui l'ont menacé de mort, ceux qui lui ont empoisonné la vie, quoi. Bah écoute, c'est bien triste. Sa vie est un véritable enfer. Ouais. En plus, elle a été médiatisée au niveau télévision aussi, donc télévisuellement, très très peu de gens avant ça ne connaissaient son visage ou pouvaient mettre un visage sur son nom. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sa vie est un véritable enfer. Bien sûr, moi je condamne toute forme d'agression, d'attaque, de discrimination d'ailleurs aussi, et tout ce qui va avec. C'est tout à fait insupportable. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des réseaux sociaux? Aujourd'hui, il faut aussi éduquer les gens et les jeunes au niveau des réseaux sociaux. C'est pas la course aux followers. C'est pas parce que vous avez 3000, 4000, 5000, 10 000 amis que ce sont de vrais amis. Puis il y a des règles d'usage, de bienveillance aussi et de protection, comme ne jamais accepter quelqu'un qui ne met pas son identité. Vous avez combien de demandes par jour de personnes qui mettent une photo, un dessin, une emoticône, etc. Et là-dessus, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas privé, c'est public tout simplement. Ouais. Et n'importe qui, dans la mesure où on peut transférer, on prend le risque que quelque chose qui vous paraît être une blague ou provocateur, parce que je pense que cette jeune fille a voulu jouer le jeu de la provocation. De toute façon, c'est tout à fait à la mode ces dernières années sur ces sujets-là. Bien, elle n'a jamais pu imaginer que ça prendrait de telles proportions. D'ailleurs, je me demande si les gens qui ont cultivé le sujet, qui l'ont développé et surtout qui l'ont fait venir sur les plateaux de télé, n'ont pas, eux, de leur côté, aussi une part de responsabilité. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est plus scolarisée, elle est surveillée, elle ne peut pas sortir. Moi, c'est les parents aussi qui m'interrogent. Pourquoi les parents aussi n'ont pas fait en sorte de protéger cette jeune fille? C'est toujours la difficulté. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je pense que ce n'est pas si simple. Et je pense qu'ils ont tous été dépassés. Maintenant, quand on a des enfants, il faut vraiment les prévenir du fait que quand ils postent quelque chose sur les réseaux sociaux, ça peut être diffusé et devenir public, puisque ça peut se transférer. Et puis la deuxième chose, ne pas accepter n'importe qui en ami, tout simplement. Sherazade, sur l'affaire Mila, tu te souviens évidemment, oui, bien sûr. On avait parlé sur cette affaire Mila. Donc aujourd'hui, on rappelle, 13 personnes comparaissent pour violence et menaces envers la jeune fille de 18 ans. Elle a 18 ans, hein, très jeune donc. Ton avis là-dessus et sur aussi ce dont on parle et la question qu'on pose en substance, à savoir est-ce qu'il faut mettre fin à l'anonymat, à la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux, Sherazade? Donc en ce qui concerne l'affaire Mila, bien évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut condamner en fait ceux qui l'ont. En fait, c'est un abus le fait de l'harceler, qu'elle a été déscolarisée, qu'on a voulu qu'ils ont voulu en fait lui faire subir de telles violences, etc. Il y en a qui disent bien fait pour elle, hein. Ça oui, existe aussi. Voilà. Oui, effectivement. Mais après, je rejoins ce qu'il a dit Karim, c'est dans le sens où lorsqu'on prend parole en fait sur des réseaux sociaux, on sait que on parle pas à une amie ou autre, que ça va être forcément public. Donc, faut être aussi responsable de ce qu'on dit. Pour ne pas pour faire attention en fait à soi-même.
que ce soit en fait Mila ou n'importe qui, ou même moi-même, il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on dise, pas avoir des propos en fait dans l'excès ou attiser de la violence ou autre, pour se protéger, pour éviter ce genre d'histoire. Ouais. Donc autant je condamne les gens qui lui ont fait subir de tels harcèlements, etc. Autant je dis qu'on devrait faire attention à ne pas inciter la haine ou faire attention à tous les propos qu'on énonce, sachant qu'on est sur un réseau tout de même public. Alors, donc il y a des conséquences. Ce qui est particulier, c'est que autant évidemment tout le monde est d'accord, Sherazade, là-dessus, quoique il y en a certains, mais c'est très isolé, qui sont d'accord à condamner tous ceux qui l'ont harcelé, qui l'ont menacé, etc. Par contre, là où il y a divergence, c'est au niveau des propos qu'elle a tenus. Beaucoup aujourd'hui te disent, et des grandes personnalités, du politiquement correct ou incorrect, d'ailleurs ça dépend, qui disaient oui mais attention, peut-être que c'est insultant ce qu'elle a dit, mais elle a le droit. Elle a le droit de dire que vous êtes des... Voilà, on se rappelle des propos évidemment. Ouais, je trouve ça un peu limite quand même. Bah après, dans tous les cas, ceux qui disent elle a le droit, effectivement, elle a le droit. Mais il ne faut pas être surpris des conséquences par la suite. Parce que les gens aussi qui sont autour, on ne vit pas dans un monde de bisounours ou de monde où toutes les personnes sont intelligentes, adoptent un bon comportement, etc. Donc en fait, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais elle prend le risque de se mettre en danger. Donc si elle veut prendre le risque de se mettre en danger, parce que voilà, il peut avoir des... Comme il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants et des fous partout, bah, elle peut subir des conséquences. Donc elle a le droit de dire votre audio, vous pouvez vous le mettre je sais pas où, tu te rappelles quoi, les propos c'est infâme, c'est ça moi qui m'interpelle. Est-ce si elle avait énoncé les mêmes propos pour une autre religion, est-ce que ça serait passé crème? Pas sûr. Je pense pas. Ouais. Après, si on veut parler de droit juridique, je pense que là, ça nécessite vraiment d'approfondir le sujet pour énoncer, parce que j'ai l'impression qu'on a droit de dire certaines choses et pas le droit de dire d'autres choses en fonction de qui est visé ou pas. Donc après, ça c'est une non-conversation et un autre débat. Aujourd'hui, je crois que le sujet droit ne se pose pas, puisque de toute façon, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas empêcher quelqu'un à écrire ce qu'il a envie d'écrire sur les réseaux sociaux. Oui, mais il faut assumer au bout d'un moment. Est-ce qu'elle aurait pu être condamnée pour ce qu'elle a dit? Non, mais le sujet, c'est pas une question de droit, c'est une question d'environnement, d'atmosphère, de climat, de propos qui deviennent des habitudes. Aujourd'hui, on dit allègrement des choses sur certaines personnes, et ça, c'est devenu ce qui scandalisait les gens il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, maintenant, on sort de tout. Moi, j'ai lu... Écoute, je vais te partager quelque chose dans le même style. Il n'y a pas très longtemps, il y a une tête de liste dans 93 au régional, PS, qui a été violemment attaqué d'islamo-gauchistes, etc., avec des références un peu communautaires et autres. C'est devenu, je trouve ça d'ailleurs tout à fait scandaleux, ahurissant, qu'on attaque des personnes sur n'importe quoi, parce qu'elle est allée manifester pour lutter contre des discriminations, et que dans cette manifestation, il y aurait eu des associations, on va dire, qui ne sont pas forcément les bienvenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes scrutés, visés, et surtout, c'est ce qui m'agace le plus, ramenez en permanence à vos origines ou à votre religion ou à votre sexe entre un homme et une femme. Et c'est ça qui est condamnable et qui est scandaleux aujourd'hui. Tu peux pas comparer, parce que regarde, tu as une jeune fille de 16 ans à l'époque qui a prononcé ces propos, qui a été insultant envers une religion, envers une catégorie de gens. Ouais, mais est-ce qu'on est responsable à 16 ans oui, mais attendez, énorme, ça c'est trop facile, ça. Je veux dire. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est en fonction des conséquences ou des résultats que ça a, de dire est-ce que c'est une incitation à la haine ou une incitation à une provocation ou autre, en fait, c'est se poser cette question-là. Parce que, en fait, quand on se pose cette question-là pour d'autres, bah, c'est là qu'on les condamne. Voilà, c'est une incitation à la haine, il est condamné. Ouais. Donc il faudrait se poser aussi cette question par rapport aux résultats et aux conséquences que ça a eu. Parce que Karim, tu as pris en compte le contexte, oui, à l'époque, etc. Mais ce contexte actuel, est-ce que ça a eu telles conséquences au final? Ce qui est terrible aujourd'hui, et c'est l'évolution, je dirais, de la médiatisation. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais allez voir tous les gus qui se trimballent sur les plateaux de télé... Depuis un an sur le Covid, on a tout vu, je crois. C'est la course, en fait, à la visibilité. D'ailleurs, il y a un métier aujourd'hui, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on appelle des influenceurs.
alors je sais pas ce que ça veut dire influenceur, parce que c'est pas parce que vous êtes vu que vous êtes suivi, mais c'est devenu en fait du grand n'importe quoi, et que on dit des choses pour faire du buzz sans mesurer les conséquences derrière, parce que comme je dis, elle a dit des choses, c'est tellement énorme que je pense pas qu'elle avait conscience, et encore moins conscience des conséquences derrière. Alors c'est facile de dire la liberté d'expression, moi je pense à elle, sa vie aujourd'hui pour elle et ses parents, ça doit être un enfer tout simplement. Et je pense que si les parents avaient pu éviter ça, et elle-même, ils ne seraient jamais passés par cette case, parce que nous... on fait la chronique et puis on rentre chez nous et notre vie continue tranquillement. Elle, depuis, je crois que ça fait 2 ans, c'est ça ? Ouais. Elle a plus de vie, cette gamine. Et comme tu l'as dit, elle a que 18 ans. Et à chaque fois, ça ressortira. Et à chaque fois, ressortira de l'anonymat parce que ça sera l'affaire. Voilà. Oui, mais moi, voilà, là où je veux mettre un petit peu le curseur, c'est effectivement, il est important que les gens qui l'ont menacée soient lourdement condamnés, soient jugés, etc. Mais elle, qui a été insultante envers une catégorie d'une population, que sont les musulmans, qui a insulté une religion, elle s'en sort sans rien, quoi. Je veux dire, sans rien, mis à part évidemment sa vie qui est complètement, qui a complètement changé. Mais pour le coup, on a le droit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un a le droit d'insulter une communauté, une religion, sans qu'il y ait derrière une justice qui soit. Je veux dire. Ça relève du bon sens, je veux dire. Il ne me viendrait pas à l'idée d'insulter nos cousins juifs, catholiques, musulmans ou caucasiens. Je veux dire, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Je veux dire, vous connaissez bien le truc. Et pour moi, ça me pose problème parce que Mila, aujourd'hui, toute innocente soit-elle, quoique, quand même, à 16 ans, aujourd'hui, c'est pas comme si on avait 16 ans il y a 30 ans, Karim, désolé, mais aujourd'hui, à 16 ans, ils sont quand même bien matures. Bien ouvert d'esprit. C'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on doit dire des conneries qui plus est sur les réseaux sociaux, et en plus doit être insultant. Et pour le coup, ça m'aurait pas dérangé, si tu veux, qu'elle ait quand même quelque part peut-être un rappel à l'ordre ou quelque chose qui lui ferait prendre conscience que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, et qu'il faut qu'elle se... Voilà, d'ailleurs ça lui servira pour la vie plus tard, qu'elle s'abstienne, en tout cas via les réseaux sociaux, d'être insultante, de heurter une communauté. Voilà, c'est là où je veux appuyer le curseur en fait, c'est qu'elle, effectivement, elle a eu ses propos absolument infâmes, insultants, et voilà, et moi cette liberté d'expression à géométrie variable commence vraiment à me fatiguer. Sur les plateaux de télé, ils étaient tous en train de défendre Mila, oui, elle a le droit de dire ça, et alors, la laïcité, tout ça. Moi j'ai l'impression que la laïcité c'est la plus grande religion aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est celle qu'on essaie d'imposer à tout le monde au travers de Madame la laïcité. Voilà, ça devient quelque part du communautarisme, du prosélytisme ou ce que vous voulez en tout cas. Il y a un mélange des genres, la laïcité, ça veut pas dire être athée, parce que c'est souvent interprété comme ça, voilà. Et puis ça a été tellement galvaudé, tellement détourné, tellement utilisé, que j'ai envie de dire en ce moment, moins on en parle, mieux on se porte. Et toutes les religions, jusqu'à ce que l'on sorte cette mode, il n'y avait pas de sujet de laïcité il y a encore 6 ans, personne n'en parlait, et c'est toujours une thématique. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mon Dieu, on n'a rien d'autre à dire que ça, on n'a pas d'autre sujet à régler que ça. Pour en venir à cette gamine, je pense qu'elle a compris, sa vie est un enfer. Moi, je pense aussi à ses parents, parce que tu te dis, quand tu as des enfants ados, tu sais pas, une maladresse, un message, une remarque, un commentaire, surtout que vous avez maintenant des gens sur les réseaux sociaux qui chassent le sensationnel pour l'utiliser, et on devrait enseigner, par exemple au collège, ça tombe bien, puisqu'on est dans les élections départementales aussi, et que même si c'est l'éducation nationale qui s'occupe de l'enseignement, c'est géré par les collèges, mais il faut former les jeunes et les plus jeunes au risque des réseaux sociaux, parce que ça peut être terrible. Je veux dire, vous allez mettre un commentaire, demain il est à l'autre bout du monde en quelques minutes. Bien sûr. Vous débarquez dans le pays, vous n'avez pas compris, il y a 2 gus qui vous attendent à l'arrivée, et vous vous dites, mais
qu'est-ce que j'ai fait? On va reprendre aussi des gamines ou des gamins qui ont mis des blagues, des bêtises, parce que je veux croire quand même à la sincérité de nos jeunes. Et puis un jour, ils deviennent un peu publics pour une raison X ou Y, et puis on va leur ressortir ce qu'ils ont écrit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Après, là, il y a ça a rien à 4 voir, ans. l'histoire. Non, mais tu vois, il y a 4 ans. Aujourd'hui, L'affaire Benel est un bon exemple. Voilà, mais ta question était est-ce qu'il faut supprimer l'anonymat Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de te dire, d'abord, ça va être compliqué. Deuxièmement, il faut avoir envie de mettre sur Facebook ou autre ta carte d'identité. Quand on connaît les processus de détournement, d'usurpation d'identité, ça fait un peu flipper et c'est un peu flippant. Maintenant, on arrive toujours à retrouver les gens avec les adresses IP. Tu sais, là, en informatique, il y a une règle, c'est que tu es tracé du début à la fin. Donc, quand on veut trouver quelqu'un, on le trouve. Et d'ailleurs, ça a été le cas puisque il y avait des comptes anonymes et on a retrouvé Oui, quand il y a une volonté, évidemment, parce que cette affaire a été médiatisée. Moi, je crois qu'il faut faire de la pédagogie avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas mettre ça entre les mains de n'importe qui, c'est dangereux. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les prédateurs, les chasseurs qui sont là-dessus. Absolument. Et qui repèrent. Et puis, il faut expliquer, former, parler de responsabilité. Tu disais que les jeunes aujourd'hui, non, moi je ne les trouve pas plus matures qu'il y a 30 ou 40 ans, bien au contraire. Non, ils ont quand on plus avait de 16 choses. ans à notre époque, oui, mais ils ont plus de choses, on ils vont n'était pas plus ouvert à la vite. technologie comme on est Oui, là. Ouais, mais mais- ils ont plus de connaissances qui C'est- leur acquièrent quand même une certaine maturité en quelque sorte. Ah non, moi je veux faire dire, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de moyens, ils vont beaucoup plus vite, mais en termes de maturité au sens de responsabilité de Ah ce oui, que je ça, fais, oui, non, moi ça. je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ils sont plus enfants pour moi En tout cas, aujourd'hui. ils sont plus que- éveillés, ils ont plus conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent que à l'époque. Et puis pense. tout ça, ce sont de nouveaux outils de communication qu'on maîtrise pas. Alors après, tu parlais du droit. Moi, je suis un homme de droit. C'est-à-dire que si la personne respecte la loi, on n'a rien à lui reprocher. Si la personne ne respecte pas la loi, et ça vaut pour tout, quel que soit le domaine ou quels que soient les reproches qu'on fait des gens, si la personne respecte la loi, elle respecte la loi. Et elle ne peut être poursuivie que si elle a enfreint la loi, tout simplement. Alors, on va prendre l'avis de Après, nos pour- auditeurs, ma chère Sherazade, ne bouge pas. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. On est avec Linda de Nancy. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour ma Linda, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah oui, ça va bien. Alors, Karim, comment ça va la convalescence? Karim, Ça va. Alors, je suis plus en convalescence. Oui, bon après. J'ai repris. Non, ça va bien, la santé va bien. Maintenant, je suis rentré dans le monde du handicap puisque je suis aveugle d'un œil ça tu fait es un an. borgne. Ça fait un an que je vis avec. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'ai rencontré mon médecin du travail qui m'a expliqué qu'on allait faire une demande de travailleurs handicapés. J'étais sensible au handicap, mais maintenant je le suis encore plus. Et puis on va continuer à vivre comme ça. On est encore de ce monde et je crois que pour ceux qui sont passés par là comme moi, l'AREA, surtout en mars 2020, parce que nous étions les premiers, on est encore très heureux d'être de ce monde et puis on va essayer de continuer à contribuer pour le faire évoluer positivement. t'es vaccinée Linda ou pas encore? Non, pas encore. Et Sherazade, t'es vaccinée? Non. Bravo. Moi, je suis vacciné. Moi aussi, moi aussi. Tant mieux, bravo. Ouais. Enfin, Bravo. je sais pas, Citoyen. bravo, mais bon. Alors Linda, Si, bravo. l'affaire Mila. Ah, l'affaire Mila, je crois qu'elle nécessite plus qu'une session du Grand Forum pour en faire le tour, tellement de questions sont soulevées à travers cette polémique-là. Contrairement à Karim, moi, je pense que la responsabilité des parents est énorme. Une gamine de 16 ans qui dit, qui se prend en vidéo, il y a des grosses lacunes sur ce que ses parents ont pu inculquer ou sur les modes de contrôle de ses parents, parce qu'à 16 ans, ça reste des enfants. Je suis assez d'accord, moi. Voilà. Moi, ce qui me touche, c'est que on l'a défendu, ce sont nos impôts qui la protègent à l'heure d'aujourd'hui, qu'on a brandi haut et fort le droit au blasphème, le droit à la liberté d'expression, le droit à ci, le droit à ça, et on n'a pas fait preuve d'autant d'indulgence vis-à-vis donc des auteurs des commentaires qui sont tout aussi abjects, je tiens à le souligner. Je cautionne ni l'un ni l'autre, en fait. Je trouve que c'est assez hallucinant le monde dans lequel on vit. Moi, je voulais juste intervenir sur l'anonymat des réseaux sociaux. Oui. Je pense que ça serait mettre
En fait, ça serait pas réellement une solution sur le long terme. Les réseaux sociaux doivent être interdits, je pense, au moins de 16 ans. Informatiquement, il est possible de mettre des contrôles parentaux. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut plus réfléchir à cette question-là pour protéger nos enfants, sans pour autant les écarter des réseaux sociaux. Bah, je crois que sur Facebook, tu peux pas normalement t'inscrire si t'as moins de je sais plus quel âge. Mais ils arrivent à contourner le truc, hein. Le gamin qui s'inscrit, il dit qu'il a 18 ans, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, avec notamment, je pense à l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, avec les grosses pointures qu'on a quand même en France en termes de cybersécurité, en termes de sécurité d'infrastructures informatiques, il est possible de trouver des solutions et tout du moins de limiter la connexion des adolescents et les laisser comme ça, comme si c'était un grand terrain de jeu, parce qu'ils n'ont pas encore conscience des conséquences des mots qu'ils peuvent écrire ou employer. Ils n'ont pas conscience en fait de ce que l'on peut faire de leur image. Parce que bon, une vidéo ça reste, hein, une trace informatique elle reste, voilà, je veux dire, pour s'en débarrasser, c'est pas un simple droit, une demande d'exercice de droit pour une suppression qui va suffire. Linda, moi ce qui me dérange un petit peu dans toute cette affaire, c'est qu'on a le droit de vilipender, d'invectiver une religion et ses croyants, hein, d'accord, oui. En l'occurrence l'islam, les musulmans. Oui. Par contre, je vous invite juste à réfléchir à faire la même chose sur une autre religion, d'autres religions. Je pense qu'il y aurait une levée de boucliers en France, et c'est ce deux poids deux mesures moi qui m'agace. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si on regarde la globalité de la situation, le deux poids deux mesures est présent quasiment à chaque échelle. Bah oui, mais bon, ça devient fatigant au bout d'un moment. De 16 ans, alors qu'on va pas protéger d'autres personnes qui ont peut-être plus de risques. Enfin, le deux poids deux mesures, j'ai envie de dire, c'est un peu la marque de fabrique du système français depuis ces 20 dernières années, si ce n'est plus. Moi, ce que je souligne surtout, c'est que les réseaux sociaux, certes, et Internet en général, ça peut être une grande richesse, hein. C'est extraordinaire, hein, ce que ça apporte, mais c'est un jeu. C'est ça en fait, moi ce qui m'inquiète, c'est le désengagement quasi complet des parents, quoi. On a des gamines qui font des TikTok, des parents TikTok. qui les filment. Enfin, je veux dire, il y a un moment où faut remettre, enfin, on marche sur la tête, quoi. Le parent est très content d'exposer sa fille ou son fils dans les réseaux sociaux parce que derrière il y a un aspect. Alors je sais pas s'il est content, même je sais même pas s'il est au courant. C'est peut-être là la problématique, c'est que les parents ne vérifient pas ce qui se passe dans la chambre de l'ado, quoi. La question du contrôle, du contrôle des parents. On ne met pas au monde des enfants pour les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est l'adulte qui donne le cadre, c'est l'adulte qui explique que oui, il existe en France un droit au blasphème. Oui, il existe un droit constitutionnel de liberté d'expression. Mais tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, Linda. Parce que tout a des conséquences. Bon, merci ma Linda. Enchantée Sherazade, et je suis trop contente d'entendre Karim. Merci Karim, merci d'être qui tu es, merci d'être là. Merci ma Linda, à bientôt. Dans un instant, on est de retour les amis, avec vos appels au 01 40 39 000. À suivre aussi, on va parler de parachutage. Waouh. Allez, restez bien avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, justement, je voulais ajouter... Bah t'ajouteras après la pub. D'accord. Oui, parce que la pub, attends, prends le dessus sur toi, Sherazade, franchement, face à la pub, on n'est rien. Tu lui as donné une perche. On est dans le libéralisme ici, hein. Bienvenue dans le macronisme, à tout de suite. Sherazade, elle est avec nous, Karim Alouache aussi, pour débattre évidemment autour de l'affaire Mila, des conséquences, et je crois que Sherazade, tu voulais... je t'ai coupé, hein, je t'ai censuré juste avant la pub sur ce que tu voulais nous dire et qui est, ma foi, très important en plus. Oui, c'était pour revenir par rapport à tes propos, le fait que tu condamnes autant les gens qui harcèlent, mais que ce n'est pas forcément normal d'accepter les propos qu'elle a eus. Bien sûr. Et bah, justement, en fait, on voit que les propos qu'elle a eus quand même attaquent une certaine communauté et qu'elle ne s'est jamais excusée. Et bien au contraire, on a l'impression que pour elle, avoir tenu ses propos, elle a totalement raison, quitte à publier un livre où elle dit, je pense, je suis votre liberté, quelque chose comme ça. Donc c'est comme si, au contraire, elle défendait quelque chose d'extrêmement bien et qu'au final, on l'attaque pour quelque chose de complètement bienveillant qu'elle a fait, tandis qu'elle a également ses torts dans ces propos-là. Et elle ne s'est pas excusée, et je doute qu'elle s'excusera, vu que tout le monde lui donne un statut un peu d'innocente. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant ce que nous dit Sherazade Karim, pour le coup, là. Elle s'est jamais excusée, hein, c'est vrai.
Personne lui a fait prendre conscience de la gravité de ses propos. On l'a même quelque part aussi encouragé au travers de la sphère médiatique, de toutes ces personnes qui viennent nous défendre, qui prennent en étendard la laïcité comme guise de liberté d'expression, du droit au blasphème, etc. Voilà, et donc aujourd'hui, elle se crée une image autour de ça finalement. Elle n'est pas consciente de la gravité et personne lui fait prendre conscience, je pense, de la gravité de ses propos. Ça, le problème. Et même on l'encourage C'est ça. à lui dire peut-être que effectivement ce qu'elle a fait, c'est limite peut-être quelque chose de bien carrément. Oui, limite. Karim. Bah, moi, je suis scandalisé par ces gens qui utilisent cette pauvre fille. Ce sont eux qui sont... je Oui, dirais, après, qu'est-ce qu'on en sait non, mais les parents ne devraient pas laisser faire. Autant sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être derrière une ado de 16-17 ans pour aller voir ce qu'elle met en permanence. Et puis, il faut beaucoup échanger pour expliquer les risques, les dangers qu'on n'a pas. C'est pas parce qu'on est dans le droit qu'on ne se met pas en danger, tout simplement. Ouais. Mais de l'autre côté, tous ceux qui l'encouragent à continuer. Alors, et je vous rappelle qu'elle est quand même sous protection. C'est pas rien, à 16 ans, ne plus pouvoir aller au lycée parce que vous êtes menacé. Et entretenir ça, c'est lui bouffer sa jeunesse. Et malheureusement, vous savez, la popularité des réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit comme ça, elle est extrêmement éphémère. Et par contre, les traces risquent d'être là encore très très longtemps. Je pense que il faut... moins on en parle, mieux c'est pour elle. Et deuxièmement, j'espère qu'au moins aux autres familles, aux autres parents et à tous ces jeunes autour de ça qui prennent conscience que on peut se mettre en danger en écrivant quelque chose, même sur le coup d'un coup de nez ou je sais pas, ou d'un délire parce qu'on veut blaguer. Je crois qu'aussi il y avait des jeunes qui avaient mis des bêtises en voulant faire des délires et autres, et puis qui se sont retrouvés complètement... complètement en dehors des clous et voire même en dehors de la loi. La difficulté maintenant, c'est que quelque chose qui est... je ne vais pas dire que ça n'existe pas, bien sûr que la religion existe, mais quelque chose qui est pas, dirais, identifiable au sens juridique du terme, qui représente plutôt un ensemble, oui, vous dites les mêmes propos à une personne, il peut vous poursuivre en diffamation. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des représentants de la communauté musulmane qui ont porté plainte ou qui ont entamé une action en justice. Moi, ce que je souhaite sincèrement pour cette pauvre fille, je dis bien cette pauvre fille, et ses pauvres parents, parce que... moi-même, je suis parent. Christophe, tu as des enfants. Et puis, je ne sais pas si Sherazade, tu as des enfants ou pas. Mais... pas encore. Sincèrement, maman Sherazade. quand ton gamin ou ta gamine est dans cette situation-là, tu dois pas... ta vie doit être un enfer. Après, sur les propos, c'est tellement énorme que... moi, j'ai même pas envie de reparler de ça. Je pense que les conséquences de ces propos sont la plus grande leçon qu'elle est en train de prendre. Et je pense que ceux qui l'encouragent, et je suis pour la liberté d'expression, mais sa vie est un enfer, sont des irresponsables parce que eux, le soir, ils dorment tranquilles, ils sont chez eux, ils sont dans l'anonymat. Personne ne les connaît et c'est elle qui se tape, je dirais, tous les risques. On en reparlera certainement évidemment de cette affaire un petit peu plus tard. Les éditorialistes, ceux qui s'expriment à la télévision à l'image de Zemmour mais aussi de bien d'autres, doit-on décompter leur temps de parole? Ça c'est la petite polémique du moment. On en parlera tout à l'heure à 17h30 mais dans un instant on va s'intéresser à ce qui se fait de manière assez communément en politique, le fameux parachutage. Des marcheurs sont en colère et ont fait signer une tribune concernant le parachutage d'une candidate en Seine-Saint-Denis. On en reparle dans un instant, juste après le rappel de l'actualité de ce jeudi 3 juin sur France Maghreb 2. A tout de suite. L'hécatombe à Roland-Garros. On a l'habitude, c'est chaque année pareil. Les Français en tennis, pas très brillants pour le coup. Bon, allez, on est de retour pour parler d'un sujet que Karim connaît plutôt bien. C'est le fameux parachutage et des marcheurs ont signé une tribune, ils sont en colère. On va mettre les choses dans l'ordre, parce qu'ils dénoncent un parachutage de la République En Marche en Seine-Saint-Denis. Je dois dire, mon cher Karim, que c'est quand même assez fréquent et c'est pas propre à la République En Marche. Pour le coup, ça a le don de vous énerver quand même, un petit peu. Alors, d'abord, c'est pas parce que c'est fréquent que ça doit se poursuivre. Et deuxièmement, je vous rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé à faire de la politique autrement, pour dire de la politique proprement. Et c'est une des raisons qui a poussé, comme moi, une grande partie
de la société civile, puisque j'avais un mandat, mais je n'appartenais pas à un parti politique, de rejoindre et de changer les choses. Et je pense que la déception est peut-être à la hauteur des espoirs. Alors, nous sommes une poignée de marcheurs qui avons des responsabilités, qui avons subi déjà tout un tas d'élections et le fiasco des municipales, avec des choses complètement farfelues, sans aucun sens, les amis des amis, les copains, je suis sénateur, je protège mon sénateur, j'en veux un tel, donc je te bloque là, enfin des trucs quand même incroyables. Et puis les élections régionales, on s'est dit, ben ça va changer quand même, ils ont compris la leçon, parce que pour LREM, les municipales ont été un fiasco. Et ben non, ça recommence, mais ça recommence de plus belle, encore plus fort. Encore plus fort parce qu'on voit beaucoup de gens se placer sur les listes régionales, alors que on en voit très peu sur les départementales où il faut aller sur le terrain, sur sa personne, il faut aller combattre avec les idées. Non, là on essaye de se placer sur une liste, et puis on a l'impression, on a le sentiment que d'une part c'est sauf qui peut, le navire coule, et de l'autre part, ben écoute, c'est l'opportunité, c'est le moment ou jamais. Et pour commencer, en fait, j'aimerais vous lire vraiment le début de la tribune. Alors, c'est une tribune qui a été écrite par un petit groupe de marcheurs, hein, que j'ai signé avec d'autres et qu'on assume totalement, qui n'est pas du tout diffamant, qui est juste le fait de dire on va cesser, on va libérer la parole, et puis voilà, c'est la fin de l'omerta. On va arrêter de se taire. Tribune que nous avions envoyée il y a une dizaine de jours, quand même, au président de la République, à Stanislas Guerini, qui est le responsable national de la République En Marche, et à la tête de liste régionale Île-de-France. Est-ce que vous avez une réponse depuis ? Donc c'est... Non, alors, ça aussi, c'est un peu... c'est cette forme de mépris, en fait, qui est assez hallucinante et qui est pas propre à la population, qui est aussi de l'intérieur. On n'a pas fait de coup dans le dos, comme certains osent le dire. On est extrêmement factuel. Ce qu'on dit est strictement la vérité, et j'invite les personnes qui voudraient le contester à nous le prouver. Contrairement à ce qu'on a pu dire aussi, ou ce qu'on peut entendre, nous ne sommes pas des rebelles ou des ingérables. Tu sais, on nous a assimilés à l'INSNA, tu sais, en Afrique du Sud, là, quand l'équipe de France s'est rebellée un peu. Ah oui, en 2010. Voilà, genre, bah écoute, vu ce que vous êtes, 93, et puis voilà, je vais pas dire un peu la couleur des gens et autres, mais en gros, voilà, on est des racailles de la politique et on fout le bordel. Bah écoute, moi, si c'est pour la démocratie, si c'est pour l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté et la transparence, et ben je suis prêt à... Ce sont des mots qui veulent pas dire grand-chose en politique. À assumer. Et ben voilà, mais nous, on s'est engagés. Et je voudrais vous lire quand même le début. Monsieur le Président de la République, nous, marcheurs de Seine-Saint-Denis de la première heure, nous nous permettons de vous écrire car l'heure est grave dans notre département. Nous souhaitons sauver notre mouvement dans le 93 qui est en train de perdre son âme, son souffle et tous ses idéaux à travers des choix politiques iniques qui démontrent que la voracité, la rapacité et la concupiscence en politique sont devenus un ADN, un art de vivre et de servir en politique pour certains au sein du mouvement. Il sera impossible de réussir le dernier kilomètre du quinquennat dans ces conditions désastreuses. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, dit la Constitution dont vous êtes le garant. Nous exprimons notre vive inquiétude et désarroi face à la désignation d'une Parisienne en tant que tête de liste dans le département pour les élections régionales du 20 et 27 juin. Voilà, la composition de la liste s'est fait, je dirais, et la désignation de la tête de liste s'est fait sans aucun appel à candidature. La référente départementale n'était même pas au courant, n'a même pas été impliquée. Le comité politique n'a pas participé à la constitution, je dirais, de cette liste. Tout ça est purement... Ça y est, tu vois, regarde, tu parles de la tribune, t'as un appel direct. Est-ce que c'est pas l'Élysée par hasard ? Tout ça, non, tout ça est purement du bidon. Et nous, dans le 93, Emmanuel Macron a cité le 93 comme c'est presque la Californie, etc. On en a marre d'être utilisé comme un marchepied. On en a marre d'être là quand on veut être visible.
On en a marre d'être là quand il faut faire parler, quand il faut du buzz. Il y a des talents en Seine-Saint-Denis. On avait créé avec l'REM les 1000 talents. Les gens, en fait, on a vraiment ce sentiment que tout ça, c'est que du vent et que chacun est en train de prendre cette part de gâteau. Et nous, on a un engagement honnête et citoyen vis-à-vis des Français. Et c'est pour ça qu'on a rédigé cette tribune. C'est pour ça qu'on le dit haut et fort. Peut-être que demain, il y aura une procédure d'exclusion pour les uns et les autres. De toute façon, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai été investi par ce mouvement à aucune élection et j'ai été candidat à l'investiture à toutes les élections. Donc, il y a un vrai sujet et un vrai problème. Mais certains te diront que tu es aigri, c'est pour ça que tu fais ça, tu dis ça. Oui, mais non, mais chacun peut dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Moi, ce que je dis, j'accepte les choses lorsque les choses sont faites ouvertement, avec transparence, et qu'il y a un concours. Là, il n'y a rien. Là, il y a une personne qui était attachée parlementaire d'un député de la Seine-Saint-Denis, qui ensuite devient rapidement porte-parole de La République En Marche, et qui ensuite, en novembre de 2020, est nommé ou est choisi, sans qu'on le dise à personne, est choisi comme tête de liste. Vous savez, nous, on a appris les gens de la liste par nos opposants politiques. Alors qu'on est quand même de l'intérieur. Et ça a fait un peu, voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À un moment donné, moi je le dis, nous on n'a pas signé pour ça. Nous on appartient à la société civile pour faire les choses en toute transparence, prendre les meilleurs, se battre sur les idées. Et comment voulez-vous défendre un département? Comment voulez-vous défendre un territoire si ça fait 10 ans que vous ne vivez pas sur le territoire et que vous êtes parisienne ou parisien, tout simplement? Comment réagit l'opposition, Karim? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, on a reçu beaucoup de messages de soutien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui saluent aussi notre courage et ce qu'on fait. Moi, je me considère aujourd'hui comme un lanceur d'alerte dans le mouvement et comme les autres. On a deux types de... Enfin, on a deux choses. On a les LR qui nous soutiennent, qui posent des messages, qui soulignent, et peu importe, à la limite que ce soit les LR. Par contre, pour l'instant, je trouve qu'Europe Écologie Les Verts est bizarrement silencieux. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on n'est pas là pour notre carrière. On n'est pas là pour avoir un travail en politique. On n'est pas là pour rechercher un revenu ou un salaire. On est juste là pour respecter les engagements de début, de dire on va faire la politique autrement. Et la France Insoumise. On va s'investir. Bah alors, la France Insoumise, pas du tout. C'est peut-être parce qu'ils sont concernés, non? Bah, il paraît. Clémentine Autain, c'est une parachutée aussi. Eh ben, il paraîtrait. Il semblerait. Je ne sais pas. Je ne peux pas le vérifier. Mais je pense que d'autres s'en chargeront. Moi, je trouve dommage, en fait. Vous savez, moi, je suis pas allé en politique pour faire une carrière ou quoi que ce soit. J'y suis allé pour changer des choses, faire émerger des talents, pousser aussi des jeunes à s'exprimer. On parle de la Seine-Saint-Denis que négativement, et puis on peut pas dire d'autre côté que la Seine-Saint-Denis, c'est la Silicon Valley, et puis les talents, on les a mis à l'écart. Vous savez, nous, on n'est pas là que pour aller tracter et coller des affiches. Il y a des gens extrêmement brillants. Moi, j'ai envie d'être aussi, et c'est ce que j'essaye de faire, d'être un exemple pour que les jeunes suivent la voie de l'école et des études, et je me bats tous les jours pour que ces jeunes fassent de brillantes études et aient de super emplois, et d'essayer de casser tous les freins, comme trouver des stages, comme comment réussir tel ou tel concours, comment casser cette assignation à résidence avec la sectorisation qui a été mise en place et qui empêche un jeune de Seine-Saint-Denis à faire les universités parisiennes parce qu'il n'habite pas à Paris, etc. Tout ça, il faut y mettre fin. Je crois sincèrement que si on veut lutter contre le populisme, il faut, à un moment donné, travailler pour les citoyens et arrêter de travailler pour soi. Quand j'entends qu'on est capable de s'entendre et de s'accorder alors qu'on est complètement opposé sur les idées uniquement pour faire perdre un tel ou pour gagner des places, la politique, c'est pas la Ligue 1, c'est pas les clubs, le PS, c'est pas... alors, je vais choisir mon camp parce que je vais me faire engueuler par mes amis et j'ai des amis partout. Le PS, c'est pas forcément Saint-Étienne, Lille ou Marseille, et puis les LR, c'est pas forcément Paris, Nantes ou je ne sais quoi, et puis on change de club quand ça marche plus d'un côté ou de l'autre. Il faut arrêter tout ça. Comment vous pouvez travailler pour votre territoire? Parce que pour travailler pour un territoire, il faut vivre son territoire, il faut être concerné par son territoire. Et comment vous pouvez être tout ça si vous ne vivez pas vous-même sur votre territoire? Il y a beaucoup de problématiques de discrimination en Seine-Saint-Denis, et ça, c'est un exemple pour moi de discrimination. Et comment vous pouvez dire « Ah, mais je sais ce qui est bon pour vous, mais vous inquiétez pas, moi je vis pas là-bas, mais
Mais je sais. C'est un véritable comportement colonialiste, en fait. Et je le dis et je pèse pas mes mots. Les habitants de la Seine-Saint-Denis ne sont pas des indigènes. Ils ont une tête, ils savent réfléchir, ils savent penser. Moi, j'espère sincèrement que après cette tribune, après ce que j'ai entendu lorsqu'une candidate, on la ramène à ses origines. Vous vous rendez compte? On la ramène à ses origines. On veut la targuer d'islamo-gauchiste, etc. Alors qu'il n'y a rien sur les idées. Il n'y a aucun débat d'idées. Il n'y a aucun débat de programme. D'ailleurs, il y a certains programmes, quand vous les lisez, c'est on va faire mieux, mais comment, quoi, on ne sait pas. Il faut redonner... Si la politique en a eu, des lettres de noblesse. Et il faut travailler pour le peuple et pas pour sa carrière personnelle. Et ça sera ma conclusion. La Seine-Saint-Denis, nous avons décidé, ne sera plus jamais un marchepied pour qui que ce soit, pour quelque personnalité politique que ce soit ou pour quelque parti que ce soit. Les habitants de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui se réveillent, se lèvent, iront massivement voter pour ceux qui proposeront des choses réelles, réalistes, réalisables et atteignables. Sherazade, le parachutage en politique, c'est important, ce que vient de nous dire Karim, ça ne concerne pas que LREM, pour être très sincère avec vous, voilà, c'est pratiqué depuis des lustres, dans toutes les élections d'ailleurs. Et pourtant ça perdure. Est-ce que là le cri d'alerte de notre ami Karim et de ses signataires de cette tribune t'interpelle, ma chère Sherazade? Justement par rapport à son discours, on voit bien que vous essayez d'être honnête, etc. et tout. Vous essayez, ça c'est bien ça. Non, mais si, enfin, il est même honnête. Mais c'est pas ça, c'est que dans je pense, le monde politique, enfin c'est ma pensée, les personnes qui sont dans ça, par exemple, comme il disait, on sera jamais plus un marchepied, etc. Je pense que les gens pensent en premier à leur intérêt et il y a beaucoup de calculs, de magouilles en politique. Donc, en fait, même s'il y a une grosse partie qui sont honnêtes, etc., il y aura toujours une autre partie qui cherchera ses propres intérêts et justement en étant malhonnête. Et un des grands mots de la société, c'est de dire justement, parce qu'il a dit oui, à un moment donné, on vous comprend, on connaît, tandis qu'ils sont jamais venus à la Seine-Saint-Denis. Un des grands mots de la société, c'est d'être persuadé de connaître et de savoir, tandis qu'ils sont complètement ignorants de la réalité des choses, et notamment de ce qui se passe sur le terrain. Donc, pour compléter, et moi je suis atterré de ce que tu dis, parce que dans tes propos, il y a quand même une défiance totale du monde politique. Ouais, mais ça, c'est le cas de majorité des Français. C'est pour ça. J'ai une méfiance. Non, mais tu as raison, et moi j'en prends bien note, et on pourra en rediscuter. C'est pour ça qu'on a fait cette tribune, c'est pour dénoncer ces pratiques, c'est pour dénoncer le fait qu'on est dans un mouvement où on n'a pas le droit de ne pas être d'accord, alors que le président a toujours dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas en fait sous cette forme de dictature et de dictat permanent d'exécuter ou d'être un exécutant. Et la dernière chose qu'on ne supporte plus, c'est d'être traité et considéré comme des gens inférieurs. Vous imaginez que la personne qui est tête de liste a été désignée, choisie, sans que personne des responsables dans chaque ville ne soit au courant. Il n'y a même pas eu un appel. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Moi, j'ai fait un courrier à Guérini et à Laurent Saint-Martin. Ouais. J'ai candidaté via un courrier en proposant des choses pour être tête de liste. Naïvement, je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on en avait parlé à l'époque. Moi, je vous rappelle que j'ai pris plein de coups parce que j'ai soutenu Emmanuel Macron, parce que je croyais vivement au fait qu'on allait faire de la politique autrement et d'intégrer la société civile, etc. La deuxième chose, vous connaissez mon histoire à Bondy, puisque en tant qu'élu et président de groupe, mon investiture a été gelée pour un règlement de compte entre un sénateur du même bord que la maire sortante, mais celui-ci voulait la faire tomber. D'ailleurs, sa liste au deuxième tour s'est ralliée au LR, vous imaginez. Ce sénateur est toujours aujourd'hui sénateur PS,
alias d'ailleurs, pour ne pas le citer. Et puis je me suis posé la question, j'ai dit écoute, je vais pas faire ma mauvaise tête, je vais aller quand même tenir un bureau de vote pour que la démocratie Et voilà ce que ça t'a s'exerce. coûté derrière, évidemment. Et 10 jours après, j'étais dans le coma. Ouais. Voilà. Allez, dans un instant, on est de retour avec vos appels. Le parachutage en politique, est-ce que ça contribue à donner une mauvaise image de la politique et des politiciens? Tout de suite, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Karim Alouache, avec Sherazade Biborgan qui sont avec nous, bien entendu, avec vos appels au 01 40 33 9000. On a Jamel qui est avec nous, notre auditeur qui nous appelle tous les jours. Bonjour mon Jamel. Ah, j'en profite. Bonjour à toutes et tous. Ah, j'en profite parce que franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça avec la radio. J'ai hâte quand je sors du boulot de vous avoir, vu que maintenant j'ai refait le boulot, tant mieux. Mais j'ai vraiment hâte d'écouter et comme d'habitude, j'ai toujours un mot à dire. Bah c'est bien ça, Non, c'est mais bien. Je suis tombé sur l'intervention de Karim et moi je peux qu'appuyer ce discours-là. Le parachutisme, ça fait partie des queues de la République qui sont latentes, qui sont toujours persistantes et qui pourrissent la vie républicaine et sociétale. On se retrouve avec des gens. Je repensais il y a pas longtemps à l'époque où ils nous ont mis un préfet d'origine maghrébine dans le Jura et limite facho dans le 93. Donc voilà, on a des parachutés en politique, les mecs sont placés dans des régions, dans des cantons, dans ceci, ils ne connaissent strictement rien à rien. L'état des courses, la politique sur le terrain n'est pas appliquée comme elle devrait l'être appliquée, on n'a pas les bons plans d'action. Derrière, on a les différentes institutions, et j'en fais partie à l'heure actuelle, qui se retrouvent avec des directives qui n'ont pas forcément de sens. Et qui c'est qu'empathie, c'est le service public, c'est le service rendu aux citoyens, c'est le citoyen. Et on se retrouve, voilà, avec des gens qui se disent, mais à quoi ça sert que j'aille voter? Donc voilà, Ouais, et je comprends, moi, Karim, sa démarche rejoint La République En Marche. Moi, je pense, parce que j'essaie de m'identifier à différentes idées. Et à l'époque, moi, j'étais proche du PS, j'étais très proche du PS, et notamment des petits, des éléphants, dans le 95, aux alentours de Cergy, donc Monsieur Lefebvre et tout ça. J'ai été confronté à des dures réalités en ayant vu des élus. Moi, je parle en connaissance de cause, je donnerai pas de nom, mais j'ai eu des élus communistes qui étaient les derniers des salopards racistes, les pires racistes. Je me suis mieux entendu avec des gens de droite, voire limite FN, qu'avec des gens du Parti communiste. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Ça m'avait choqué à l'époque. Et la démarche de Karim d'avoir rejoint La République En Marche, je me suis toujours demandé, parce que je me disais, il a cette étiquette-là, mais en l'écoutant, voilà, je comprends. Et là, aujourd'hui, ce petit discours-là, mais je comprends pourquoi il est parti voir. Il y a une certaine déception, d'où cette tribune, et je la comprends tout à fait. Et moi, je félicite, et voilà, je suis tout à fait derrière Karim là-dessus. Je vais pas prendre trop d'antenne, j'en prends assez tout au long de la semaine. Mais je comprends tout à fait cette démarche-là. Écoutez, merci beaucoup. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et je voudrais dire une chose, au-delà de dénoncer le parachutage, je ne vais pas vous lire toute la tribune, mais on dénonce aussi toutes les pratiques, pas le droit de ne pas être d'accord, on doit marcher tout droit. Vous savez, il y a des choses à revoir. Le responsable, celui qui porte la responsabilité départementale s'appelle un référent et pas un responsable. Celui qui porte la responsabilité dans une ville s'appelle pas un responsable, mais un animateur. Il y a une forme de verticalité. On a essayé de vivre avec, on a essayé de changer les choses, on a essayé de se faire entendre. C'est pas un coup dans le dos, hein. On a écrit aux trois plus hauts responsables, c'est-à-dire le président de la République, le patron de La République En Marche et la tête de liste, Laurent Saint-Martin. À ce jour, on n'a aucune réponse. Peut-être que demain, on aura un courrier nous disant qu'on va être convoqué dans une commission d'exclusion. On l'assume. Nous, on s'est engagé pour les citoyens avant tout, pas pour un parti politique. Je vous rappelle qu'on a mis en place un dispositif. Le dispositif monté par En Marche, 1000 talents, est devenu à notre regret 1000 copains. C'était censé en fait faire émerger en fait tous les talents de la société civile, des personnes qui ont des choses à dire, à faire, qui ont des compétences, et tout ça sans scrupule ni vergogne. Et ça nous
perturbe énormément. Moi, je suis totalement indépendant, j'ai pas besoin de la politique pour vivre, et c'est pas parce qu'on est bien tranquille chez soi, au chaud, et que tout va bien, qu'il faut pas aider les autres. Moi, ça a toujours été ma position, d'aider les plus faibles, et de mettre aux côtés des plus faibles, et c'est un choix. Et si je dérange, eh ben, tant mieux, parce que je ne changerai pas, et je continuerai le combat, même si j'ai eu une période difficile, et j'ai payé cher de tenir ces bureaux de vote sans aucune raison d'ailleurs, parce que j'ai même pas été investi, uniquement par respect pour la population et que j'étais un élu, et un élu se doit de faire fonctionner la démocratie et de permettre à la démocratie de s'exprimer. J'ai failli payer de ma vie, j'en ai aujourd'hui une séquelle parce que je suis maintenant porteur d'un handicap et j'ai appris à vivre avec. Et vous savez, quand je suis sorti de l'hôpital... Tu sais que t'as un point commun avec qui? Avec toi. Non, pas avec moi, non, pas du tout. Avec Jean-Marie Le Pen. Ah oui, il est borgne aussi, hein. Eh ben, écoute, non mais honnêtement, je suis sorti de l'hôpital. Je comprends tout à fait cet engagement-là. Moi, je l'ai fait. Moi, je faisais partie des jeunes à aller tenir une partie des bureaux de vote à 18 ans dans le 95. Moi, j'étais un peu en zone privilégiée, même si j'ai connu l'environnement de la cité de par l'environnement familial. Moi, j'étais entre la petite campagne à côté de Cergy et la Goutte d'Or, notamment. Donc voilà, pour moi c'était important. Et voilà, on allait dépouiller, on essayait de se responsabiliser, on a essayé de se servir de nous, et moi c'est pour ça que j'ai quitté. Mais cette verticalité que vous avez, c'est assez drôle parce que moi je suis actuellement conseiller Pôle emploi, j'intègre cette fonction, et je verticalité dans les différents. Alors, on a la région, on a les territoires, on a ceci, et des fois on a des tampons, nos managers qui sont tampons, et des fois c'est du grand n'importe quoi. On se dit, moi je viens d'arriver, je me dis aucune connaissance de la réalité, et ça gangrène. On a ça dans différentes choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes institutions. Il faut pas que ça dégoûte les gens de la politique ou de l'engagement citoyen, et même c'est une responsabilité de tout à chacun. Moi, je sais pas, comme vous l'avez dit, ça va bien chez vous, ok, mais de l'autre à côté, moi je suis aussi de l'associatif. Et c'est un peu un hommage, cette poste en Pôle emploi, c'est un peu un hommage. Ce que je dis, moi, à mes demandeurs d'emploi, c'est que je suis pas là pour occuper, pour dire, allez, tiens, tu vas faire une formation parce que la région, elle a dit, il faut faire des formations. Moi, je suis là pour guider. J'ai pas choisi le social, mais j'ai une responsabilité. Et moi, mon salaire, même si je touchais plus à l'époque où j'étais agent de transit à Roissy. À Roissy, visiblement. Bon, ça a coupé, mon Jamel. Je suis bien. Ouais. Merci, mon Jamel, merci à toi. Désolé du temps. Merci à toi, ciao, à bientôt. 01 40 33 9000 les amis pour intervenir et pour parler du parachutage. Et finalement... C'est pas que le parachutage, hein, c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble, mais finalement, cher Azad, est-ce que toutes ces infos et toutes ces dénonciations que fait Karim et que peut faire aussi un certain nombre de citoyens, ça nous dégoûte finalement, ça dégoûte le grand public de la politique. C'est pour ça qu'on a des taux d'abstention records à toutes les élections. Et là, les régionales et les départementales qui approchent, vous allez voir, le taux d'abstention, ça va être le premier parti de France, c'est clair. Bah, je pense que ça peut dégoûter, mais comme ça peut aussi motiver les gens à prendre conscience qu'il existe de telle et telle chose pour pouvoir agir au mieux. Ça peut aussi avoir l'effet complètement inverse. Oui, mais on s'aperçoit que c'est pas ça. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'abstention est quand même bien présente et que c'est peut-être aussi à cause du comportement de certains politiques, de certains partis, de certaines pratiques qui demeurent et qui perdurent. Il faut le dire, allez voter pour vous faire respecter. Bon sang, ne restez pas sans rien faire. Moi, jusqu'à un certain âge, je ne faisais rien. La politique, ça m'intéressait pas et j'ai pas besoin de ça. Et j'avais besoin de rien, Dieu merci. Et un jour, je suis sorti pour me dire non, on a le droit de critiquer si on s'en mêle. Et bougeons-nous. Ne vous détournez pas de ça. Osons. Mohamed de Sarcelles est avec nous. Salut Mohamed. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je vous appelle, moi, nous, on a vécu ça il y a quelques années avec l'actuel député, monsieur François Péponi, qui est ancien maire de Sarcelles. Ah oui, sacré numéro, lui. Comment dire, républicain sur les plateaux télé et pur communautariste au niveau de la commune de Sarcelles. On a combattu à l'époque, c'était avec un certain monsieur Rachid Hadda qui était au mouvement au MRC, le parti de Jean-Pierre Chevènement.
On s'est battu pendant des années, mais on se battait. C'était David contre Goliath. Malheureusement, c'était les gens de la communauté. Ils étaient avec lui. C'était par intérêt, pour un appartement, pour des arrangements, ceci, cela. Écoute, nous à l'époque, on avait présenté une liste. À l'époque, c'était plus ou moins on se moquait de nous, quoi. Vous avez dit franchement, allez rentrer chez vous. Voilà quoi. Vous avez rien à faire. Mais malheureusement, c'est que, comme je vous avez dit, c'est que malheureusement, les gens de la communauté, c'est que ils s'investissent pas assez. Et premièrement, déjà d'aller voter. Et quand, à l'époque, quand on avait présenté la liste, quand on avait nos propres amis qui sortaient, on comptait. Quand on avait vérifié la liste électorale, malheureusement, il n'y avait aucun de ces gens qui sont partis voter. Voilà, c'est la triste réalité. Ouais, mais ça, il a raison, Mohamed. Mohamed, il a raison, voilà. Karim. Finalement, c'est du mépris, ça, on est d'accord, mais quelque part, c'est un petit peu aussi un peu de notre faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on vote pas. Non mais et ça c'est une réalité, hein, Karim. Christophe, on a les politiques et les élus qu'on mérite. Mais ouais, bien sûr, c'est ça. Il faut arrêter de pleurnicher, il faut arrêter de se plaindre, il faut aller voter. Croyez-moi, et je parle pour ma ville, mais pour toutes les villes de Seine-Saint-Denis, si on a des taux de participation de 80% et autres, croyez-moi que les candidats, ils vont faire attention, ils vont s'en occuper, et ils vont pas se dire, je me fais élire et je me barre à Paris et j'attends que ça passe et je reviendrai dans 5 ans tout simplement. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'on est extrêmement touché par la crise sanitaire. L'élection, enfin la région devra jouer un rôle de booster en fait, et notamment pour la Seine-Saint-Denis qui est touchée par la crise sanitaire, économique et sociale. Et moi je trouve sincèrement que le département le plus jeune de France quand même, il faut le dire, et le département le plus pauvre de France mérite quand même mieux que le parachutage d'une Parisienne. Et le département où on crée le plus d'entreprises. Paraît-il. Paradoxalement. Si, je te confirme. Non, mais il n'y a pas que du Uber. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont créées. Des jeunes de talent, des talents qui ont créé des entreprises. Et d'où le titre, c'est un manque de respect aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Oui. Merci Mohamed. Voilà. Juste un dernier message que je peux dire, Christophe, c'est que je dis aux gens, allez-y voter, même si vous votez blanc, même si vous n'êtes pas d'accord, allez-y voter, allez-y donner votre voix et incitez vos enfants d'aller partir voter, d'aller s'inscrire dans les listes électorales. C'est le message que je peux passer. Voilà. Merci. Oui, allez voter. D'ailleurs, je crois que maintenant ceux qui ont 18 ans, ils sont directement inscrits sur les listes électorales. Bah écoute, moi j'espère que pour moi, tu sais ce que je pense du vote. Hein. Pour moi, ça devrait être une obligation. On doit aller voter, on doit aller. Sherazade, tiens, ça devrait être une obligation d'aller voter, Sherazade. Vu le discours qu'on vient d'avoir, je pense que oui. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que des jeunes. Tel avec le plus beau sourire sorti de Sherazade. 01 40 33 9000, le parachutage, évidemment, on en parle, mais on va parler dans un instant d'une autre problématique qui refait surface. Et c'est intéressant, les éditorialistes qui se sont multipliés sur les différents plateaux de télé et qui ont même pour certains d'entre eux des émissions à l'image de Éric Zemmour. Doit-on décompter leur temps de parole? Parce que ces éditorialistes, ils parlent souvent au nom d'un parti politique. Voilà, Zemmour, on sait lequel. Il y a aussi beaucoup d'éditorialistes qui parlent pour louer les louanges du président Emmanuel Macron, etc. Donc doit-on décompter le temps de parole de ces fameux éditorialistes? On en reparle dans un instant et votre avis m'intéresse au 01 40 33 9000 ainsi que celui de Sherazade et de Karim. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, les amis, avec Karim Alouache, Sherazade Big Morgan, ils sont avec nous, et Dounia qui est avec nous au téléphone, elle nous appelle du Blanc-Ménil. Bonsoir Dounia. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue ma chère Dounia, soyez la bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène Dounia? Je voulais un petit peu témoigner pour... je suis née, j'ai grandi dans le 93. Ouais. Et je trouve que le sujet, il est totalement d'actualité et je suis d'accord. Souvent, on se sert du 93 un petit peu pour promouvoir des projets. Moi, personnellement, j'ai connu les deux. Les facs, j'ai fait la fac à Bobigny puis la fac à Paris. J'étais à Paris Descartes. Ouais. Et à un moment où j'étais à la fac à Bobigny, donc il parlait des Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris. Donc en fait, à la fac de Bobigny, il y avait les filières de STAPS. Et je trouve que tout ça, c'est pas assez promu. Enfin, le travail des étudiants. Enfin, et pourtant tout ça, c'est fait dans le 93. Donc ils ont fait des travaux pour faire des infrastructures, tout ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de tout ça. Et donc, voilà.
Bon, eh bien, merci beaucoup, Dunia, pour votre intervention. Oui, Karim. Oui. D'abord, je salue Dunia. tous les amis de Dunia et les personnes du Blanc-Ménil. Pour petite information, la parachutée que nous dénonçons a été une première fois parachutée aux législatives, au Blanc-Ménil. Ah oui. Et je suppose que vous ne l'avez jamais revu, parce que de toute façon, on ne l'a jamais revu non plus au Blanc-Ménil. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu mentir aux gens, c'est cette forme de malhonnêteté intellectuelle que nous ne supportons plus. La deuxième chose, et c'est un de mes combats aussi, c'est que dans ce département, mais c'est dans d'autres métropoles aussi, c'est un peu pareil, on ne s'occupe pas des étudiants, on ne fait rien pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand on a le bac, on a réussi. Alors que c'est là où tout commence, moi j'ai fait mes études il y a très longtemps, mais j'ai deux grands garçons, un qui a fini ses études et un qui est en train de les faire, et c'est ô combien compliqué de faire un parcours, je dirais, d'étudiants aujourd'hui, et c'est de la responsabilité des élus locaux de les aider, et de leur trouver des solutions, et c'est ce qu'on fait nous, dans un cadre indépendants, parfois associatifs, un par un. Il y a plein d'étudiants qui ont mon numéro de téléphone, qui m'appellent. Là, j'ai encore 4 messages pour les aider, les orienter, donner des conseils, trouver des stages. Tu as même les messages d'Adil Farkan, que je salue d'ailleurs. Voilà aussi. Et puis, plein d'autres. Et je crois qu'on doit tous jouer un rôle. La politique, il faut pas la déléguer aux autres. Il faut la faire soi-même. Voilà le message. Et le message aux gens de la Seine-Saint-Denis et de toute la France, ne vous laissez plus faire, allez voter. Votez pour qui vous voulez. On se rebelle, Dunia, on se rebelle. Oui, mais c'est plutôt compliqué parce qu'en plus, on n'est pas, je trouve pas que ce soit assez promu. On n'est pas informé en fait. Moi personnellement, je me sens pas vraiment très très proche de la politique. Je vais voter, j'essaie de m'intéresser un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des solutions concrètes. En fait, c'est comme si moi je vais voter, mais je vais voter juste pour aller voter ou pour exercer mon droit, mais pas forcément parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Je vais vous dire une chose. Aux auditrices et aux auditeurs, j'ai posé 2 questions sur les réseaux sociaux aux candidats. Un sujet qui concerne la région, c'est sur la fibre, qui est un déploiement catastrophique aujourd'hui. Alors, ça me fait rire quand on parle de désert numérique ou de la numérisation, la digitalisation de la France. Allez voir, ne serait-ce que dans mon département, il y a une maison qui est câblée, une maison qui n'est pas câblée. Enfin bref, c'est le grand bazar. Moi, personnellement, j'attends depuis le 13 août. Donc j'ai posé la question au candidat de la région, qu'est-ce qu'il compte faire, parce que la région participe au déploiement de la fibre, donne de l'argent, donne des budgets. Et puis j'ai posé une question aux candidats à la départementale pour leur dire, moi j'en ai marre de voir les étudiants aller à Paris, à la BNF, parce que c'est la seule bibliothèque qui ferme à 22 heures, on peut y bosser, et puis après ils se tapent encore 1 heure et demie de transport pour revenir dans leur banlieue. Et j'ai proposé, que pensez-vous si on faisait une bibliothèque départementale avec ses créneaux horaires et tout. Et les seuls alors aucun candidat ne m'a répondu, aucun candidat ne répond, c'est vous dire à peu près la considération qu'ils ont pour les 2 demandes. Et de l'autre côté, j'ai eu des commentaires du style, c'est pas de la compétence de, c'est pas de la compétence de, c'est pas de la compétence de. Donc c'est pas comme ça que les gens vont aller voter. Vous savez, même si vous êtes mal informé, et c'est vrai que les candidats communiquent pas sur leur programme, sur ce qu'ils veulent faire. Ils vont communiquer sur la couleur du candidat, sur la religion de l'autre candidat. Voilà, c'est que ça, ça n'arrête pas. C'est comme ça que la tête de liste 93 PS est attaquée en permanence. Et c'est pas parce qu'elle est PS ou quoi que ce soit, ça serait une autre, ça serait exactement la même chose. C'est scandaleux. Il n'y a aucune bagarre, en fait, d'idées. Et on a l'impression qu'ils se sentent même pas, je vais vous dire, même pas concernés. Alors moi, je vous dis, allez voter. Vous pouvez voter blanc, mais vous avez exprimé, voter blanc, c'est exprimer son mécontentement. Mais les gens savent que vous allez vous déplacer. Et croyez-moi, quand on aura des taux de participation, et plus le quartier est difficile, plus le taux de participation doit être élevé, les gens viendront voir la population et ils les respecteront. Je vous promets, je prends mon engagement que si vous votez massivement, les choses vont changer. Les quartiers vont être plus propres, plus sécurisés. Les élus vont s'en occuper parce qu'ils savent que vous allez aller voter. Ah oui, le vote est une arme. Vous parliez des entreprises qu'il y a dans le 93, parce que c'est vrai, il y a des entreprises, d'ailleurs, je pense qu'elles ont été, se sont installées dans le 93 sûrement pour les loyers, avec des arrangements et tout, mais quand on regarde qui y travaille, c'est pas des gens du 93. Il y a par exemple à Aulnay, il y a L'Oréal,
moi, pour être dans le domaine du laboratoire, quand je faisais mes études, j'ai demandé plusieurs fois, j'ai jamais eu de réponse. Et à peine si ils vous accueillent en bas, limite, on est des parasites quand on venait, non, faut aller postuler sur leur site, etc. Enfin, il y a des entreprises, mais c'est le rôle. Vous avez raison, mais c'est le rôle des élus de tisser des liens avec le tissu économique. C'est le rôle de l'élu. Il y a des élus en charge du commerce. C'est à eux d'aller voir ces entreprises et de leur dire on a des talents. On embauche local. En Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des gens qui ont des difficultés. Il y a beaucoup de talents. Nous, pour qu'on dénonce ce qu'on dit, il ne faut pas dire qu'il y a des talents. Il faut les utiliser et les mettre en avant. Il faut arrêter de dire sans faire. Voilà. Ouais. Merci Dounia en tout cas pour votre appel. S'il vous plaît, allez voter. Oui, bah, elle y va. Elle y va, Dounia, elle y va. Allez, il nous reste à peine 5 minutes pour parler et répondre à ma question. Les éditorialistes et ceux qu'on entend à longueur de journée dans les plateaux déblatérer leurs idées, défendre leurs idées, à l'image d'Éric Zemmour qui a quand même tribune tous les soirs sur CNews, mais il n'est pas le seul, hein, les éditorialistes qui défendent les louanges du président de la République, Emmanuel Macron et d'autres partis aussi, éditorialistes aux couleurs de la France Insoumise, etc. Faut-il, ma chère Sherazade, décompter le temps de parole? C'est ce que demandent certaines personnes aujourd'hui à l'approche de la campagne des élections présidentielles. Oui, je pense déjà il faudrait un temps de parole égal pour commencer. Et oui, je pense qu'il faut maîtriser parce que si déjà ils savent d'emblée qu'ils ont un temps de parole, je pense qu'ils vont avoir un discours déjà beaucoup plus concis et ils vont moins s'éloigner de ce qu'ils disent. Donc je pense qu'il faudrait un temps de parole. Un temps de parole décompté pour les éditorialistes, mon cher Karim? Bah, écoute, d'abord, les éditorialistes, ils sont payés par les chaînes de télé sur lesquelles ils vont. Oui, donc, absolument. Moi, je vais te dire, une chaîne de télé, c'est une entreprise privée qui est là pour faire du bénéfice. Mais qui est soumise quand même au respect pur et simple du temps de parole, en temps de campagne notamment. Oui, en temps de campagne, oui. Non, mais de toute façon, en temps de campagne, j'espère que c'est fait et que c'est suivi. Après, malheureusement, on est passé, je ne citerai pas certaines chaînes, mais on est passé dans le sensationnel. Moi, je ne veux pas revenir sur l'affaire Covid, mais aujourd'hui, quand je vois qu'un médecin est prêt à dire des choses contre nature, juste pour passer à la télé, moi, ça m'interpelle, quoi. Ouais. Après, il y a une bonne réponse à ça, c'est arrêter de regarder les conneries quand vous considérez que c'est une connerie. Mais ça marche. Par exemple, tu prends CNews, ça fait pratiquement 14 jours qu'il y a les premières chaînes de France, d'infos, devant toutes les autres chaînes d'infos. Oui, j'ai vu en plus qu'elle a lancé une campagne de communication, on a le droit de le dire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cette chaîne d'infos qui est une chaîne d'opinion, hein, plutôt, qui est première chaîne d'infos de France. Par contre, il faudrait qu'ils se renouvellent, parce qu'au bout d'un moment, entendre les mêmes histoires, les mêmes personnes... Et c'est surtout les mêmes invités et d'un même parti. C'est pas comme ici. Hein. Ici, ça tourne bien. Non, ça tourne. C'est sympa. C'est turnover ici. Non, mais c'est important. On a le droit de pas être d'accord, et c'est la somme des idées qui feront la meilleure idée, tout simplement. Exactement. Alors, eh bien voilà, écoutez, je pense qu'on va refermer cette émission tranquillement, en rappelant évidemment... Vous savez que c'est l'anniversaire des 100 ans de la radio, là. Ça fait 100 ans que la radio existe. Ça fait 100 ans que les auditeurs consomment ce média qui a bien évolué, évidemment. On se souvient de l'émergence de la bande FM et des radios libres dans les années 80. Aujourd'hui, on passe, semble-t-il, à une nouvelle technologie qui s'appelle le DAB+, la radio numérique terrestre. C'est en numérique, évidemment, avec un son de meilleure qualité. France Maghreb 2, d'ailleurs, émet dans plusieurs villes dans cette nouvelle solution. Et qui plus est, donc on reçoit chaque jour, pour fêter cet anniversaire, durant une semaine, à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Je reçois dans un instant monsieur Philippe Chapeau, qui est le patron de la lettre Pro. C'est une lettre destinée aux professionnels de la radio, et aussi qui est le monsieur Salon de la radio, celui qui organise ce salon important pour les professionnels de la radio chaque année. Je peux dire un petit mot? Oui, parce que c'est pour soutenir vraiment le commerce, et j'ai pas pour habitude de faire de la publicité, mais comme vous le savez, les commerçants, et notamment les commerçants qui sont liés à l'événementiel, comme les mariages et autres, ont énormément souffert. Absolument. Et je voudrais juste signaler que la boutique Mera Vigliosa, située au 44 avenue Anatole France à Aulnay-sous-Bois, a ouvert. Elle vend des robes de mariée, des robes de soirée. Allez-y, faites un tour. Ah, tu nous fais une publicité déguisée, toi, t'es gentil, Karim. Hein? Je me permets, parce que vraiment, ils en ont besoin. Ouais, tous et toutes, hein, bien entendu, et toutes ces personnes de l'événementiel. Un petit mot, ma chère Sherazade, pour terminer. Allez, je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma chère Sherazade? Ta tribune libre, vas-y. Que tu nous aimes, oui, ça je sais, mais à part ça.
C'est vrai que vous m'aviez tous manqué, ça faisait longtemps que j'étais pas venue à la radio. Bah oui, pourquoi t'es pas venu comme ça? Ah Qu'est-ce qui se passe, Sherazade? Tu nous as boycotté. Tu nous as boycotté, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de spécial. On sait pas utiliser Skype. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans cette équipe? Non, personne. Sa gueule, moi, hein, personne, c'est pour ça que je suis revenue avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être revenu, Sherazade. Merci à toi. Tu sais qu'ici, c'est chez toi. Oui. Voilà. Merci, Et n'oublie pas que t'es gentil. chez moi quand même. D'accord. Et dernier petit message à ma fille Inès. Inès, baguette croissant, elle comprendra. Très bien, bah merci. En plus, c'est un joli prénom, Inès. Merci à tous, merci. Demain, on sera de retour pour la dernière de la semaine avec Tarek Mami, le président Mami. Avec également Pierre-Henri qui sera avec nous et avec Cyrine Ismaili Bastien qui est prof à la fac qui sera avec nous évidemment demain. Et ça tourne.